Ah, j'ai une idée. Est-ce qu'on diminuerait pas un peu les calories en augmentant l'activité sportive? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commenté une vidéo qui parle de métabolisme et cette fois-ci j'ai choisi une vidéo de Jean-Michel Cohen. Elle s'appelle L'évolution de votre poids, pourquoi les kilos s'installent. Je ne l'ai pas vue, je vais la découvrir en même temps que vous. Pourquoi j'ai choisi Jean-Michel Cohen plutôt qu'un youtubeur que je ne connais pas comme d'habitude? Parce que déjà il est médecin hein, et je pense que même si je ne partage pas les vues de Jean-Michel Cohen sur l'alimentation, il se peut qu'il ait des informations que moi je n'ai pas sur le métabolisme. Moi je suis assez curieuse de ce qu'il pourrait dire sur ce sujet. Et deuxièmement parce qu'il a une très grosse chaîne, il a 400 000 abonnés, plus de 400 vidéos, beaucoup de vues et beaucoup d'engagement sur les vidéos. Donc les gens regardent, et donc les messages hein, que Jean-Michel Cohen fait passer vont avoir de l'impact. N'oubliez pas que si vous aimez ce format de vidéo, ce serait sympa de liker cette vidéo pour me le dire. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne pas rater mes prochains contenus. Et allons-y tout de suite pour pourquoi les kilos s'installent. Vous m'avez demandé comment on prenait du poids dans notre vie et comment ça se passait depuis la naissance. Moi, je vais essayer de vous expliquer comment on va prendre du poids tout au long de notre vie. Donc, on va aller du début jusqu'à tard, on va dire. Donc, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. La question, c'est comment, on va commencer tout de suite par comment on grossit à partir de l'enfance. Alors évidemment, il y a l'affaire génétique qui va susciter une prédisposition à la prise de poids, mais en dehors de ça, c'est notre manière de vivre, notre manière de nous alimenter qui en est également responsable. C'est dommage qu'on se soit pas arrêté là-dessus, prédisposition génétique, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui peut justement faire prendre du poids à un enfant qui n'en prendrait pas normalement. Une des choses qu'on sait par exemple, c'est que la résistance à l'insuline peut se transmettre de la maman à l'enfant pendant la grossesse. Il y a aussi des éléments de microbiote en fait, quand il y a un microbiote déréglé qui peut entraîner une prise de poids de la maman, ça peut se transmettre aussi à l'enfant. Et je pense qu'il y a d'autres choses, j'aurais aimé les savoir, mais peut-être qu'il va les développer après. Évidemment, l'enfant grossit lorsqu'il mange plus que ce qu'il dépense. Je vais m'arrêter ici parce que c'est intéressant, c'est posé en début de vidéo et tout de suite. On grossit même quand on est enfant parce que l'on mange plus que ce que l'on dépense. Mais quand on est enfant et qu'on ne calcule pas ses calories, comment sait-on que l'on mange plus que ce que l'on dépense? Comment le sait-on? C'est un miracle de la nature et de notre espèce, parce qu'on apprend progressivement à associer le goût et le contenu calorique des aliments très très tôt. Il y a de quoi s'étonner à avoir qu'un enfant est capable de dire qu'il n'a plus faim, y compris quand il a beaucoup apprécié un repas. C'est un apprentissage qui est super fondamental pour savoir se nourrir correctement. Là, je vous avoue, je suis un peu confuse et je m'arrête parce que il semblerait que l'enfant apprend à s'arrêter quand il n'a plus faim, si j'ai bien compris, mais on ne sait pas si c'est un apprentissage, parce qu'à la fin, il parle d'apprendre à faire ça, ou si c'est naturel, parce qu'il a parlé de miracle de la nature, donc je sais pas. Il me semble effectivement que les deux éléments de satiété et de rassasiement sont là de base dans notre mécanisme, on n'a pas à les apprendre. Ça nous permet de nous arrêter de manger quand on n'a plus besoin de calories. Et ça me semble être un outil très important, puisqu'on vient de nous dire qu'on grossissait dès qu'on mangeait plus de calories que ce qu'on ne dépensait. Donc a priori, effectivement, il y a donc à l'enfance cet élément très important, mais je pense que c'est pas un apprentissage. Moi, on m'a jamais appris à faire comme ça. Je pense que c'est plutôt un truc naturel. Les bébés, quand ils ont mangé assez de leur biberon, ils vous chassent le truc avec la main, les enfants ils vous recrachent la purée quand ils en veulent plus. C'est pas quelque chose qu'on leur a appris. Ça me semble là de base. Cependant, même pendant l'enfance, il ne se produit pas toujours comme il faut. Les parents, comme d'hab, sont au premier rang de ce trouble de l'information. Alors c'est souvent par laxisme que la surconsommation alimentaire, elle va se produire. Mais il y a plein de facteurs qui peuvent en être la cause. Alors par exemple, trop forte présence des aliments dans la maison, mauvais choix des aliments, indifférence vis-à-vis de l'alimentation de l'enfant, trop de liberté alimentaire. En bref, l'éducation alimentaire de l'enfant, elle n'est pas faite.
Moi, je sais pas, parce que j'ai toujours observé en fait le comportement alimentaire des autres, en me demandant pourquoi moi le mien était déréglé. Et en fait, j'ai observé plein de gens qui avaient plein de choses à la maison, plein de gâteaux, plein de trucs qui étaient caloriques, plein de trucs qui étaient pas supposés être healthy, et qui pourtant ont un comportement alimentaire complètement régulé. C'est-à-dire que cette fonction de base dont tu nous as parlé au départ, de s'arrêter quand on n'a plus faim, fait que en fait ils se dirigent naturellement et qu'ils ils vont pas forcément finir le paquet de chips ou finir le paquet de gâteaux. En fait, s'ils en mangent que un quart du gâteau et que ça leur suffit, et ils vont s'arrêter là. Donc les placards peuvent être aussi remplis que possible, et c'est pas pour autant qu'ils vont manger plus de calories que ce que leur satiété leur dicte. Et la liberté sur ce qu'il y a à manger n'était pas non plus un facteur incitant au laxisme. En fait, le fait d'avoir le choix ne leur faisait pas manger plus. Et si je compare avec ma situation, par exemple, ma mère a toujours fait très attention, il n'y avait pas beaucoup de gâteaux à la maison, on mangeait des légumes à l'eau, du boulgour, des trucs, des poissons maigres, des viandes maigres. Ma mère, il n'y avait pas de gâteaux, mais il n'y en avait pas beaucoup, qui venaient du magasin bio. Donc je pense qu'en fait, en termes d'éducation alimentaire, ma mère ne faisait pas n'importe quoi. Et pour autant, mon comportement alimentaire n'était pas du tout régulé, et ce, très tôt. Les facteurs économiques, ça joue hélas un rôle super important parce que ça détermine le choix des aliments. C'est ce qu'on voit dans certaines régions de France qui ont un faible pouvoir d'achat et où on a un développement du surpoids qui est beaucoup plus important qu'ailleurs. Dans ce cas, le choix des aliments, il va se faire assez fréquemment vers des produits qui sont en général plus riches, plus gras et qui sont parfois ou souvent même moins chers. L'activité physique, elle est super fondamentale. On a remarqué que les enfants obèses se déplacent moins que les autres. Encore une fois, ça relève du rôle des parents d'inciter les enfants à avoir une activité physique. Mais parfois, les parents eux-mêmes n'ont pas été sensibilisés à cette éducation alimentaire et ils reproduisent de temps en temps le modèle alimentaire que leurs propres parents leur ont appris. La transmission à ce moment-là, elle est autant génétique que par la modélisation de l'alimentation au travers des différentes générations. Je suis assez d'accord, on reproduit inconsciemment ça. Et par rapport à l'activité physique, comme je vous dis toujours, il y a l'activité physique et tout ce qui va autour. Par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, je pense, de faire sortir les enfants que c'était autrefois. Moi, quand j'étais enfant, j'habitais à la campagne. Déjà, c'était un peu difficile pour mes parents de me faire aller prendre l'air. J'y allais pas spontanément. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, les tablettes, Internet et tout, je pense que c'est plus dur. C'est difficile de se détacher des réseaux sociaux, c'est difficile de se détacher de cette addiction. Et à la limite, on va dehors pour pouvoir prendre un selfie dehors. Mais c'est plus difficile pour les parents, je pense, aujourd'hui. Et aussi parce que, comme il l'a dit, ils ont eux-mêmes des modes de vie qui sont pas exemplaires. Dans la prescription d'un régime, autant chez les enfants, jamais avant l'âge de 10 ans, que chez les parents, il est important de connaître et l'origine géographique et les habitudes alimentaires de la famille pour comprendre s'il faut simplement jouer sur la valeur des calories des aliments et des menus ou bien s'il faut modifier radicalement le comportement alimentaire en essayant d'instruire les gens, mais ça alors quel que soit leur âge. C'est la première fois que j'entends dans la bouche de Jean-Michel Cohen quelque chose de différent que les calories. Donc là, pour un enfant qui serait en surpoids et au-delà de 10 ans, on va réduire les calories ou alors on va envisager de changer son comportement alimentaire. C'est dans la méthode Cohen, mais du coup, on n'en sait pas plus. Ce qui explique que je ne crois pas aux amaigrissements s'il n'y a pas en même temps une information suffisante et même une instruction à la façon d'un cours de nutrition. Alors bien sûr vulgarisé, mais alors suffisant pour instruire la population. Quand j'ai créé les masterclass de la nutrition, j'ai été surpris de voir l'adhésion immédiate des personnes qui les ont suivies et combien leurs progrès ont été importants en termes de connaissance de la nourriture et de la mise en application de toutes les connaissances que je leur avais données. Voilà, c'était aussi un peu grâce aux abonnés de Savoir Maigrir qu'on avait créé ça. Bon là, la petite parenthèse sur la nutrition, c'était clairement pour placer le produit, la masterclass, le truc. Et le fait que des milliers de gens ont changé grâce à ces masterclass. On ne saura toujours pas le contenu, mais... À partir de la puberté, alors là, tout change. À l'adolescence, la graisse chez la fille, elle va se développer surtout au niveau des cuisses, des hanches et des seins, sous l'influence des hormones sexuelles. Elle va donc devenir un peu plus grasse que le garçon au même âge. Si elles grossissent sous l'influence d'une alimentation plus riche
que leurs dépenses d'énergie. La prise de poids, eh ben, elle va se produire également sur les mêmes zones. La génétique, elle influe quand même fortement parce que c'est pas rare de trouver un excès de graisse sur les cuisses ou sur les fesses chez la mère de cette jeune fille qui est disposée exactement de façon identique. Oui, donc là on nous dit qu'à la puberté, il va y avoir le facteur hormonal qui va faire grossir les filles qui vont prendre de la graisse sur les cuisses et les fesses. Et en plus de ce facteur hormonal, si on prend plus de calories que ce qu'on dépense, on va grossir encore plus sur les mêmes zones. Donc voilà, on en revient quand même toujours à cette histoire de calories. Si on mange trop de calories par rapport à ce qu'on dépense, eh ben on va grossir. Mais là, à cause des hormones, ça sera une prise de poids ciblée. Les facteurs psychologiques, ça compte aussi et ils sont même majeurs parce que malgré tous nos efforts en faveur de l'égalité des sexes, du refus de la discrimination, l'apparence physique, elle joue quand même un rôle capital en déclenchant des complexes. Alors bien sûr, la silhouette et particulièrement la graisse, ça va devenir une véritable obsession. C'est ça le lit des anorexies parce que c'est super difficile à faire admettre à une jeune fille que même avec un amaigrissement, la disposition morphologique de sa graisse, en dehors d'une hypothétique, moi j'espère, réussie opération chirurgicale, ne se modifiera pas. La culotte de cheval, le genou épais, la cheville trop fort, les seins trop gros, tout est prétexte à un complexe qui se finira par des régimes multiples, suivis en général de reprises de poids faits à l'arrache, incohérents. Au total, le corps ne changera pas avec tous ces régimes, mais par contre, le poids augmentera régulièrement, ce qui décourage jamais cette personne qui va devenir une vache à lait pour tous les vendeurs de miracles et qui va passer sa vie entière malheureuse pour un rêve que personne n'ose contester. C'est ce que j'essaye d'éviter, moi, en essayant de ruser un peu. C'est en général une affaire d'accompagnement. Encore une fois, les abonnés Savoir Maigrir le savent. Bon, alors là, c'est le troisième facteur qu'il introduit, le facteur psychologique. En fait, c'est le fait qu'on ait des complexes sur des dispositions particulières de notre graisse qui va faire qu'on fait des régimes et que du coup, en fait, on fait des régimes, on perd du poids, on en reprend et qu'on ne fait qu'augmenter et qu'on est la proie des vendeurs de régimes. Ce que je trouve un petit peu amusant pour quelqu'un qui se dit avoir été l'inventeur de la soupe aux choux, à qui les Américains auraient volé cette invention. Oui, oui, il y a vraiment une vidéo, un article qui parle de ça. Donc aujourd'hui, je connais pas intégralement le travail de Jean-Michel Cohen, mais bon, je crois qu'il propose quand même des régimes, et des régimes hypocaloriques. Et même si lui, il a l'air de dire qu'il ruse et qu'il fait les choses de manière plus intelligente, déjà on n'en sait rien. Apparemment, tout est révélé dans l'académie, c'est ceux de l'académie qui savent. Et en tout cas, moi, de ce que j'ai vu du contenu gratuit de Jean-Michel Cohen, je vois pas vraiment en quoi ça se différencie d'un régime. Parce que c'est toujours une histoire de restriction calorique. J'ai mangé quelque chose de trop calorique, je rembourse, je mange moins le lendemain. Donc tout est toujours question de gestion des calories, manger moins de calories, etc. Donc pour moi, c'est un régime hypocalorique. Les premiers temps, il suffit de commencer par donner des consignes alimentaires plutôt faciles, d'éviter les régimes trop difficiles et progressivement habituer l'adolescent à son corps. Alors c'est pour ça qu'il faut nouer une relation empathique avec l'adolescente. On va en devenir de plus en plus proche et elle va finir par vous écouter. En fait, quand elle va vous écouter beaucoup plus que ses propres parents. Parce qu'elle va penser que ses parents l'aiment comme elle est et qu'ils ne comprennent pas son problème. Ah, ça marche pas à tous les coups, mais il faut quand même essayer parce que j'ai déjà vu dans ma carrière des adolescentes en fort surpoids, mais dont le rayonnement était tel que leur pouvoir de séduction n'en souffrait absolument pas, contrairement d'ailleurs à ce qu'elles pensaient. J'ai toujours l'habitude de dire que chaque corps est beau parce que la beauté, c'est un terme complexe qui ne se limite pas aux simples courbes corporelles. Régime, autant pour le jeune garçon que pour leur jeune fille, parce que souvent ces régimes ils sont à l'origine d'une frustration, de reprise de poids, d'une modification de l'équilibre corporel, mais surtout très important, de comportements alimentaires qui vont entraîner en général un surpoids qui va s'exprimer beaucoup plus tard. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est jouer sur un équilibre alimentaire en dessous de la consommation alimentaire préalable et puis bien sûr augmenter l'activité physique avec des petites séquences de temps en temps, pas plus de 15 jours à 3 semaines de régime un peu plus restrictif.
Oui, c'est ça, c'est que quand même si on le fait de temps en temps un peu doucement, on fait quand même un régime plus restrictif. Donc en fait, on fait un régime hypocalorique dans la vie de tous les jours, où on fait attention aux calories, on mange moins que ce qu'on dépense, on dépense plus, on fait plus de sport, et par contre, de temps en temps, on fait des petits coups d'accélération, mais pas trop souvent. C'est pas que je ne suis pas d'accord avec l'histoire des calories, c'est que, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur le métabolisme, faire avec les calories ne permet pas d'avoir une compréhension de ce qui se passe. Le problème en fait de ça, c'est qu'à quel moment on s'arrête, c'est-à-dire qu'on réduit ses calories, de temps en temps on fait des réductions plus fortes, après on revient à réduire doucement, mais si on veut continuer à perdre du poids, alors du coup il faut continuer à manger moins et continuer à faire toujours plus de sport. Ce paradigme-là, il est vieux comme le monde, ça fait un certain nombre d'années que maintenant on sait que ça ne suffit pas à expliquer les problèmes et ça ne suffit surtout pas à les résoudre. Je vois pas la différence, si vous voulez, métaboliquement, entre faire un régime et faire ce que préconise Jean-Michel Cohen, c'est-à-dire réduire ses calories et de temps en temps les réduire plus avec un régime plus drastique. C'est la même chose. Et je ne vois pas pourquoi ça n'entraînerait pas de reprise de la même manière que les autres régimes. On n'a pas eu d'explication, puisqu'on n'a pas eu d'explication théorique sur pourquoi en fait ça marcherait mieux. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire attention avec les calories et à ne rien comprendre et à ne pas comprendre pourquoi diminuer les calories ne marchait pas chez moi. Pendant que l'aspect hormonal, il intervient fortement sur la prise d'aliments chez la femme. Il y a souvent un excès d'appétit, c'est-à-dire 8 jours avant le début des règles, et à l'inverse, au milieu du cycle, pendant les 2 ou 3 jours autour de l'ovulation, il y a une petite diminution de l'appétit. L'apport calorique, dans ces cas-là, cet écart, il est important. Il peut aller jusqu'à 400 calories. Et la prise d'eau de poids observée après les règles, qui est l'ordre souvent de 1 kg, elle s'élimine assez rapidement, non seulement parce qu'il y a une diminution d'appétit, mais aussi parce qu'il y a eu une rétention d'eau et de sel qui va disparaître avec le retour à la normale des hormones. C'est notre boulot d'ailleurs de prévenir de cette situation pour éviter les mauvaises surprises, et c'est ce qui explique en particulier la difficulté à faire maigrir des femmes qui ont des règles irrégulières ou celles qui ont une maladie qui s'appelle les ovaires polykystiques, ce qui revient à peu près d'ailleurs au même. Là, je trouve cette petite parenthèse un peu bizarre parce que donc il nous dit que voilà, quand on est une femme, on est très influencé par ses hormones, que donc à une certaine période du cycle, on a plus faim, d'autres on a moins faim, mais du coup c'est pas de la prise de poids, c'est une variation d'appétit qui va faire une variation des prises alimentaires, mais c'est pas ça qui fait prendre du poids. À part du coup, si a priori on avait des dérèglements du cycle qui pourraient entraîner un dérèglement de l'appétit. Par contre, le sujet des hormones est très intéressant, j'espère qu'il va en parler, parce que effectivement, moi je pense que, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos qui sont, contrairement à l'académie, disponibles gratuitement sur ma chaîne, vous avez vu dans mes autres vidéos que le contexte hormonal, celui de l'insuline entre autres, mais celui du cortisol aussi et pas que, sont des leviers très très importants pour le métabolisme et entraînant le fait que le métabolisme soit plutôt stocker ou plutôt brûleur. Donc oui, les hormones jouent un rôle majeur et j'espère bien qu'on va continuer d'en parler. À la ménopause pour la femme. Ah, on est déjà à la ménopause. Les sécrétions hormonales, elles vont se tarir. La graisse, elle va passer des hanches et des cuisses vers le ventre. Et c'est fréquent d'observer une prise de poids à cette période qui va résulter de la diminution des hormones et de la diminution de la masse musculaire, ce qui va provoquer évidemment une diminution de la dépense d'énergie. La prise de poids à ce moment-là, elle est fréquemment de l'ordre de 4 à 5 kg avec une alimentation équivalente à la période précédente, ce qui est super frustrant. Quand la prise de poids est plus élevée, elle trahit souvent l'addition d'un petit trouble. Tellement dans notre société, on a associé la ménopause avec le vieillissement parce qu'il n'y avait plus de maternité. Heureusement, les temps ont changé, beaucoup de femmes, et notamment médiatiques, sont devenues des exemples de fraîcheur, de vitalité, quel que soit leur âge. Le sport s'est démocratisé à tous les âges. Et la silhouette, les courbes, elles dépendent réellement de l'activité physique, ce qui permet à ces femmes de conserver une silhouette à leur goût et de leur éviter tous les complexes. Alors, on ne peut passer que par un régime à la ménopause pour retrouver le poids précédent. Et une simple réduction de 200 à 250 calories par jour, que ce soit par l'intermédiaire du régime ou l'augmentation d'activité physique, ça leur permet de retrouver leur poids. Bon, alors, moi je comprends pas parce que quelle que soit la source du dérèglement, la réponse c'est toujours les calories et l'activité physique. Donc là, on nous dit
Il y a quelque chose qui change dans les hormones, et la réponse à ça, c'est un régime hypocalorique et plus de sport. Mais je ne comprends pas, ça n'est pas logique. Et puis on ne peut pas toute sa vie faire la même réponse, ça veut dire qu'on va manger... Alors, quand on est adolescent et qu'on a des problèmes, du coup, qu'on est en surpoids, on va manger moins, puis de temps en temps faire des petits régimes plus forts, et puis ensuite, pour éviter de prendre du poids, on va manger moins, puis quand on va être à la ménopause, on va manger moins. Donc en fait, on finit à la fin de sa vie à rien manger, à être un athlète de haut niveau finalement. Bah, j'exagère parce que ça m'énerve, mais c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a jamais d'autre solution que celle des calories en moins dans l'alimentation et des calories en plus dépensées en plus dans le sport. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se tournent vers la diète cétogène au moment de la ménopause parce qu'en fait elles ont lu qu'effectivement la diète cétogène ça avait un impact assez fort sur les hormones et que ça permettait surtout d'atténuer énormément cette espèce de changement brutal qu'il y a à la ménopause. Alors je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais en fait il y a quand même beaucoup de femmes qui s'aperçoivent en étant céto-adaptées que le passage de la ménopause il est pas facteur de prise de poids comme on leur avait annoncé. Comme si c'était inéluctable et comme si la seule solution c'était de diminuer ses calories. Je pense que à une cause hormonale, ça serait bien de répondre par une solution hormonale, et j'entends pas par là prise d'hormones en capsule, j'entends par là d'apprendre à réguler ses hormones, et c'est vrai que la diète cétogène c'est difficile, ça fait partie je pense dans l'esprit de Jean-Michel Cohen de ces diètes qui sont difficiles dont il parlait au début et qu'il faut pas faire, mais en fait c'est quand même quelque chose qui permet de réguler la production hormonale. Il faut toujours tenir compte d'une activité sociale et pas essayer de donner des régimes trop classiques pour réserver, pour les hommes aussi d'ailleurs, les avantages de la convivialité qui passent par les repas au restaurant, des repas en famille ou des repas exceptionnels et des choix alimentaires qui sont à la fois plus riches et plus qualitatifs, beaucoup plus fréquents que quand on débute dans la vie, avec moins de revenus et parfois plus de contraintes professionnelles ou familiales. Oui, donc en fait là, on nous dit qu'il faut pas donner un régime trop restrictif, sinon on pourra pas aller au restaurant, quoi. Voilà. Super réponse à quelqu'un qui a pris du poids à la ménopause. Est-ce que les hommes sont différents des femmes? Eh ouais, bien sûr. Une fois la puberté atteinte, la génétique, elle est également fondamentale. Autant sur le plan de la morphologie, c'est-à-dire des courbes de la silhouette du jeune homme, que de sa capacité à grossir avec une alimentation quasiment normale ou modérée. Malgré toute la bonne volonté de la société, tout ce qu'on raconte est complètement vrai. Autant chez les hommes que chez les jeunes hommes, les soucis esthétiques, c'est jamais une motivation réelle à maigrir. La force physique, l'intelligence, l'humour, leur confiance en eux-mêmes, un peu plus tard la position sociale, leur semblent être les facteurs à privilégier pour leur succès relationnel et amoureux. Ce sont souvent d'ailleurs les parents qui les amènent, sauf en particulier quand il y a un problème de gynécomastie. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes gens ont des seins. Dans ce cas-là, cette féminisation, c'est une source de complexe très importante et ça les mine complètement. Au point que certains se mettent plus jamais torse nu, que ce soit à la piscine, à la plage ou ailleurs. En réalité, cette gynécomastie, elle peut provenir de deux possibilités. Soit une graisse qui s'est localisée essentiellement au niveau du thorax, et particulièrement au niveau des seins, et beaucoup plus rarement un problème hormonal que je diagnostique en général assez vite, soit avec des examens biologiques, soit juste en examinant avec attention le jeune homme pour vérifier que la puberté c'est bien produite, quoi. Donc ça, c'est important. Je suis déçue, je pensais qu'on allait parler de dominance d'oestrogène, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant dans notre société, c'est quelque chose qui touche tout le monde, les femmes, les hommes, et puis maintenant effectivement aussi les ados. Donc peut-être que c'est ce à quoi il faisait allusion indirectement en disant problème hormonal que je détecte. Enfin, je suis un peu confuse sur cette partie parce que je comprends pas pourquoi on nous parle de ce sujet un peu de société, de pourquoi les hommes, pourquoi les garçons seraient moins intéressés à perdre du poids que les femmes, etc. Bon, moi ça m'intéresse pas parce que ça m'aurait intéressé qu'on me parle de ce fameux dérèglement hormonal. La motivation, elle est tellement forte qu'il y a souvent de fortes chances de réussir un amaigrissement dans cette situation. Par contre, quand ce sont les parents qui nous les amènent, malgré leur pseudo-attention soutenue, il est rare qu'il y ait la moindre mise en application des programmes qu'on leur donne, parce que tant qu'ils ne l'ont pas décidé, les jeunes gens, ils feront jamais rien.
D'où l'intérêt de ne pas prescrire ou de prescrire faussement un régime en attendant simplement qu'ils aient pris la décision. Ça va intervenir, mais souvent un peu plus tard. Par contre, c'est beaucoup plus facile de leur recommander une activité sportive parce que les garçons sont friands de sport collectif et les parents, ils ont plus souvent tendance à inciter les garçons que les filles à pratiquer une activité dans le cadre d'un sport collectif. Sexisme oblige, même chez les parents, parce que les garçons, ils sont dans un moule que les parents ont décidé. Voilà, c'est toujours comme ça. Déjà, la masse musculaire des garçons, elle est plus développée que celle des filles. Alors, ils vont retirer beaucoup plus d'avantages à la pratique de l'exercice physique et ils vont maigrir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement avec des régimes qui sont modérés, mais à condition qu'ils aient fait beaucoup de sport. C'est en général ce qu'il faut faire. Par ailleurs, une fois devenus hommes, c'est-à-dire plus vieux, leur arrêt du sport est souvent responsable d'une prise de poids en moyenne d'une dizaine de kilos. Et ouais, souvent captivés par leur travail ou par leur réussite sociale, en tout cas c'est ce qu'ils disent, comme si c'était pas pareil pour leurs femmes. Ils bougent moins, ils mangent plus. Les hommes grossissent au même rythme que les femmes, voire parfois plus vite. La graisse, elle apparaît à ce moment-là la plupart du temps sous forme de bedaine, assez gênante sur le plan médical parce qu'elle signale la présence de graisse à l'intérieur de l'abdomen, donc c'est pas terrible pour la santé. Je m'attendais à mieux en explication, surtout qu'on nous dit voilà, les hommes vont prendre surtout là, au niveau du ventre, de la sangle abdominale, donc c'est l'occasion de parler de dominance d'œstrogène, c'est l'occasion de parler de cortisol, c'est l'occasion de parler d'autres facteurs que juste je fais moins de sport et je mange plus. Les hommes ont souvent moins de volonté que les femmes pour s'alimenter d'une façon ordonnée et ils n'arrivent jamais à suivre un régime à la lettre, probablement parce que la motivation est un peu moins forte. Ils refusent en général de peser leurs aliments, ne lisent jamais de livres, de régimes ou d'articles consacrés à ce sujet, en tout cas c'est rare. La diététique pour eux c'est un peu vulgaire, ça les intéresse pas trop, ils apprécient, quelle description, ils apprécient les régimes qui sont basés sur des grands principes, qui ne nécessitent pas de connaissances, ou en tout cas très peu, et puis la plupart du temps ils vont se réfugier derrière l'arrêt du sport, l'excès de leur boulot, pour expliquer leur prise de poids, comme si l'alimentation, ça n'existait pas. Messieurs, si vous me regardez, vous savez que vous n'êtes pas intéressés par les explications sur la diététique, vous n'êtes pas intéressés de comprendre comment ça marche, tout ce que vous voulez faire, c'est vous réfugier derrière des excuses. Je suis mauvaise, il a essayé de faire un interlude un petit peu marrant, allez, laissons-le. Le gros ventre, d'après eux, c'est souvent le fait d'un ballonnement. Et pire que tout, ils fanfaronnent en général en disant que s'ils décident de s'y mettre, un peu comme une faveur qu'ils nous font, alors ça ira très vite. Mais en général, l'explication de leur échec, elle est aussi fournie que leur explication sur la prise de poids. Donc c'est pour ça que c'est souvent à la fois plus facile de les faire maigrir et plus difficile d'arriver à les faire maigrir. Et comment on les fait maigrir alors? Ah, j'ai une idée. Est-ce qu'on diminuerait pas un peu les calories en augmentant l'activité sportive? Est-ce que ce serait pas mal ça? En fait moi ça m'ennuie parce que là on est retombé comme pour le jeune garçon dans une espèce d'explication sociologique douteuse pourquoi en fait les hommes seraient pas vraiment motivés à maigrir, comme quoi ils chercheraient des excuses. Donc en fait c'est une explication de pourquoi ils ne feraient pas de régime et pas une explication de vraiment pourquoi ils grossissent. C'est pour ça que ça ne satisfait pas trop. Et ça correspond finalement à une détermination sexiste des comportements. Les seuls que j'ai vu maigrir de façon simple et efficace, c'était soit ceux qui avaient des problèmes de santé, ou alors des métiers qui avaient particulièrement de la rigueur. Par exemple, les ingénieurs, les mathématiciens, qui ont l'habitude d'un contrôle strict au niveau arithmétique. Et il faut user des heures de salive et d'imagination pour arriver à leur faire suivre correctement un régime c'est assez paradoxal, normalement ce serait beaucoup plus facile chez les hommes. C'est pourtant chez eux qu'il faudrait accentuer nos efforts parce qu'ils ont plus souvent des accidents cardiovasculaires en relation avec l'obésité ou le surpoids, surtout s'ils ont cette fameuse bedaine. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas voulu poursuivre jusqu'à l'âge plus âgé, ça on le fera sur une autre vidéo. Bon, si on fait le bilan de cette vidéo, pourquoi on grossit? Pourquoi les kilos s'installent? Quand on est enfant, c'est parce qu'on a le mécanisme de s'arrêter quand on n'a plus faim qui ne marche pas ou qu'on n'a pas été éduqué par nos parents comme il fallait. Donc du coup, on mange plus que ce que notre corps dépense, donc on grossit. À l'adolescence, quand on est une femme, on va avoir de la prise de poids sur les hanches et les fesses. Et si on mange plus de calories que ce qu'on dépense, on va grossir encore plus sur ces zones. Donc on grossit de base, on a un peu plus de graisse.
mais on mange trop de calories, on fait pas assez de sport, donc on grossit. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut faire des diminutions caloriques intelligentes. Alors je sais pas vraiment en quoi ça consiste, et à des moments faire des phases de diminution plus fortes, de restriction plus fortes. Attention, hein, on nous dit pas de faire des régimes. Par contre, il faut faire un régime comme Jean-Michel Cohen, comme il explique à l'Académie. Ensuite, quand on est une femme et qu'on est à la ménopause, on prend du poids à cause des hormones, et ce qu'on peut faire du coup, c'est réduire ses calories et faire un peu plus de sport. Ça va pas forcément nous faire perdre du poids comme il l'a dit, mais c'est qu'on va pouvoir avoir une silhouette quand même harmonieuse. Et quand on est un homme, on grossit parce qu'on a arrêté le sport et qu'on mange plus, et en fait les kilos s'installent parce qu'on est incapable de tenir un régime. Ça m'embête un peu parce que je trouve qu'on n'a pas du tout expliqué pourquoi, en fait, avec le temps, on a tendance à grossir, même en mangeant à peu près la même chose. Bon, j'essaye de trouver des excuses à Jean-Michel Cohen pour la pauvreté de son contenu. Je sais qu'il s'adresse à un très large public, mais en termes d'explication, on n'a rien eu à part, oui, des fois, il y a des facteurs hormonaux. Oui, ok, lesquels? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça se fait qu'il y a aucun moment été mentionné les hormones qui entrent en jeu dans la prise de poids? Pourquoi on parle pas de dérèglement de l'insuline? Pourquoi on parle pas de dérèglement de la leptine? Pourquoi on parle pas de dérèglement du cortisol, qui sont des très gros leviers d'explication d'un métabolisme qui marche moins bien, d'une prise de poids qui est inexpliquée? Pourquoi on parle pas de thyroïde? Pourquoi on parle pas de glandes surrénales alors qu'on sait que c'est pareil, des facteurs qui vont jouer beaucoup dans la régulation du poids? Pourquoi on est encore dans ce sempiternel paradigme de manger moins de calories et faire plus de sport, alors qu'aujourd'hui on a tous la preuve devant nous que ça fonctionne pas, ou d'une manière très limitée, limitée dans le temps et limitée dans l'efficacité. Je vous avoue, je suis fâchée par cette vidéo, parce que si je suis quelqu'un qui ne comprend pas grand chose à la nutrition, je vais pas avoir d'autre choix que de prendre du poids à des phases de ma vie, quand je vais être ado, quand je vais être femme, quand je vais être ménopausée, et que la seule solution, ce sera à chaque fois de manger moins et de faire plus de sport. Et je trouve ça complètement déprimant comme solution. Et Jean-Michel Cohen a beau mettre des petits bruits et faire des petits passages pour se rendre drôle, je trouve que le message est déprimant. Gérer son poids dans ces conditions, c'est extrêmement compliqué. Je pense, en réalité, que le paradigme des calories est régi par le paradigme hormonal. Alors, je suis d'accord que Jean-Michel Cohen, dans cette vidéo, n'avait pas le temps d'aborder tout ça, et en fait, on n'a pas beaucoup avancé dans la compréhension de notre métabolisme. Ça me titillait depuis un moment d'aller voir son contenu là-dessus, justement parce qu'il est médecin, et je ne vous cache pas être extrêmement déçue. Voilà, donc si vous avez apprécié ce petit moment critique sur le métabolisme avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous pensez à l'inverse, que je dis n'importe quoi et que seul Jean-Michel Cohen détient la vérité, mettez un dislike pour être sûr que ça fonctionne. Mettez-en 2 et à très bientôt.